Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce samedi 2 mars. L'exploit de la Roca Team hier soir en Euroleague, victoire de 10 points sur le parquet de Barcelone. Mike James ne décroche pas le record mais s'en rapproche. On fera le point avec Yann Casseville de Basket Le Mag. L'apnée sera-t-elle un jour une discipline olympique? Quel avenir, quelle limite pour ce sport? Le monégasque Pierre Frolat, quadruple recordman du monde, nous répondra. Plonger, grimper, nager, s'amuser, tout cela dans un seul et même lieu. Nous vous emmènerons au Vesuvia Mountain Park qui a attiré plus de 70 000 visiteurs l'an dernier. Et puis nous vous raconterons l'histoire d'une œuvre d'art qui vient de parcourir 6000 km de Monaco à New York. Notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pagny, était là. On commence par l'énorme performance de la Roca Team en Euroleague. L'ASM est allé battre Barcelone 77-67. Troisième victoire d'affilée face à ce grand d'Europe et première en Espagne. Et en plus, face à une légende du basket, Ricky Rubio, champion du monde 2019, de retour au pays et à la compétition après une dépression. Monaco était vraiment trop fort hier soir, à l'image de Donta Hall, homme clé de ce match, 10 points, 7 rebonds et 2 contres. Un succès qui permet à la Roca Team de rester au contact du podium de l'Euroleague. Nous sommes en duplex avec Yann Casseville de Basket Le Mag. Bonsoir. Bonsoir. Décidément, Barcelone porte chance à Monaco. Vous attendiez à une telle démonstration hier soir? Honnêtement, non. Une démonstration à ce point-là, non. Dans la manière, dans l'intensité affichée, c'était difficile. Que ce soit un match intense, bien sûr, parce que c'est deux équipes qui visent un titre européen, mais on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec Monaco. On restait sur une élimination en Leaders Cup face à Paris en demi-finale, ce qui était forcément décevant. On sort d'une trêve internationale, donc après les matchs qui suivent la trêve internationale, on ne sait jamais trop comment l'équipe va réagir en termes d'intensité, en termes collectifs aussi. C'est un match de référence? Oui, clairement. Oui. On a vu après le match le coach Sasha Obradovic dire que c'était l'un des meilleurs matchs de la saison. Et effectivement, dans le contenu, on sait que ce qui est toujours recherché, c'est les vertus collectives, les avancées collectives. Et ce qu'on a vu hier, notamment défensivement, et puis dans offensivement, le fait que ce soit pas toujours le même joueur qui mettent le nez à la fenêtre, qu'il y ait des options qui se présentent, qui sont pas forcément les plus attendus, en tout cas sur le papier, comme Jaron Blossomgame ou comme Mathieu Strazel. Forcément, oui, il y a un côté référence parce que des deux côtés du terrain, Monaco a trouvé des réponses face à une des équipes qui est les plus difficiles à manœuvrer au-delà même du niveau de Barcelone. C'est une équipe souvent que les adversaires n'aiment pas spécialement affronter parce que on a du mal à la faire bouger. Et cette victoire, eh bien, elle permet d'envisager sereinement la suite et la fin de la compétition avec un calendrier, on peut le dire, favorable pour Monaco. On peut le dire comme ça. Après, tout est toujours relatif quand on parle de l'Euroleague. C'est quand même une ligue où d'une densité assez folle. Clairement, le championnat de basket le plus dense en Europe et sans doute au monde. Donc, ça reste très relatif. Mais oui, on peut quand même parler de calendrier favorable, notamment parce qu'il y a plus de matchs à domicile pour Monaco. Et ça, c'est clairement pas négligeable. La dynamique actuelle de Monaco avec 6 victoires de rang en Euroleague. Donc, forcément, c'est quand on additionne et la dynamique et le fait que l'équipe va jouer souvent à domicile où elle a quand même un des meilleurs bilans de l'Euroleague, avec seulement 3 défaites jusqu'à présent à domicile en Euroleague, on peut espérer que la Roca Team elle puisse atteindre son objectif initial, on va dire, qui est au-delà de la participation en play-off, qui était aussi de terminer dans le top 4, dans le carré de tête, et ils ont les armes, ils ont les atouts pour réussir. Oui, on le souhaite tous. Tous les regards étaient braqués sur Mike James. 17 points marqués. Qu'est-ce qui lui a manqué hier soir pour décrocher le record de points en Euroleague? Il lui a manqué, je dirais pas qu'il lui a manqué quelque chose, je dirais surtout qu'il jouait à Barcelone et c'est très rare les joueurs qui peuvent mettre 30 points sur le parquet de Barcelone dans un match qui se joue environ en 70 points. Ça veut dire qu'il aurait dû marquer 45%, voire 50% quasiment des points de l'équipe. Ça aurait été complètement historique, mais c'est pas vraiment dans le sens de ce qu'est l'Euroleague. C'est pas si surprenant qu'il ait pas pu marquer 29 points hier. Et surtout, l'essentiel est pas là parce qu'il sait que ce record,
il va l'avoir. Et au final, il l'aura peut-être une semaine plus tard, il l'aura peut-être à domicile. L'histoire, il va quand même l'écrire. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal que le record n'ait pas eu lieu hier, parce qu'au moins, on a pu se concentrer, tout le monde a pu se concentrer sur ce qui était le plus important, c'était la victoire collective. Le record, il l'aura dans tous les cas. Effectivement, ce sera sans doute jeudi prochain à Gaston Médecin, devant son public, vous l'évoquiez, un scénario de rêve. Vous qui l'avez rencontré et interviewé, notamment lors du dernier numéro de Basket Le Mag, que représente ce record pour lui? C'est paradoxal parce que je pense que ça représente beaucoup pour lui parce qu'il sait, bien sûr, ce que ça veut dire dans l'histoire du basket européen. Mais on sent cette saison qu'au-delà de ce record, il est motivé peut-être comme il ne l'a jamais été, ou en tout cas qu'il a un tel niveau individuel qu'il arrive à tirer les autres avec lui. Donc c'est aussi un leader collectif. Et on voit bien que l'objectif final, c'est le titre pour Monaco. Donc ce record-là, même s'il est exceptionnel, dans le cadre de cette saison-là où Monaco vise quelque chose d'historique, peut-être que finalement, il le réalisera encore plus à la fin de sa carrière. Quand il sera jeune retraité des parquets, officiellement meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague, il pourra se dire, j'ai accompli ça. Oui, Mais là, j'ai retraité le l'impression plus que pour tard l'instant, possible, hein. Euh, bien sûr, Qu'est-ce que ça pourrait changer en lui d'être au sommet du basket européen? ce sera plus qu'en lui, ce sera le regard des autres aussi sur lui qui va changer. Jusqu'à présent, dans l'Europe du basket, Mike James, c'est un super scoreur sans titre. Sans titre à l'échelle de l'Euroleague, bien sûr, même s'il a gagné des titres dans les championnats domestiques. Mais c'est un super scoreur qui n'emmène pas ses équipes au bout. C'est un atout offensif exceptionnel. Sauf que là, en devenant le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague, forcément, ce statut-là, même si on parle que de points, on parle que de statistiques individuelles, ça amène un autre regard, pas forcément des joueurs, parce que les autres joueurs, les autres légendes de l'Euroleague, les Vassilis Spanoulis, les Nando De Colo, tous disent déjà à quel point c'est un grand joueur. Mais pour le grand public, ce statut-là, ça lui donne ça lui permet de franchir une marche peut-être, même s'il en reste une qui est celle de l'accomplissement collectif. Comment ces performances, justement, sont-elles perçues, analysées, commentées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Euh, En Europe, d'ailleurs, tout d'abord, cette saison, j'ai l'impression que les avis sont quasiment unanimes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a jamais été aussi fort. On lui a posé la question, lui, il n'est pas forcément d'accord. Il estime qu'il a déjà eu ce niveau par le passé. Mais si on mêle ses performances individuelles avec une régularité absolument exceptionnelle, jamais moins de 10 points en Euroleague par match dans un match cette saison, cette régularité-là, cette capacité à fédérer autour de lui, à mener son équipe à la victoire, avec des pourcentages d'adresse absolument fabuleux. Il est à plus de 40% à 3 points, ce qui pour lui est pour n'importe quel joueur, c'est bon. Et pour lui, c'est excellent parce qu'à la base, c'est pas forcément un shooter d'élite. Tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, l'Europe du basket est d'accord pour dire que le meilleur joueur, sans doute, cette saison en Europe, c'est Mike James. Après, aux États-Unis, c'est différent parce que les États-Unis sont tellement focalisés sur la NBA que eux, ils ont plus le regard sur le joueur qu'il a été en NBA, parce qu'il a joué en NBA, il a eu des passages où il était talentueux, mais c'était pas un des leaders de l'équipe. Donc le regard est forcément différent. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Europe, je pense qu'aujourd'hui, il a clairement mis tout le monde d'accord. Et on n'a pas fini de parler de lui. Rendez-vous donc jeudi pour Monaco, Étoile Rouge de Belgrade. Merci Yann Casville. Merci à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Formule 1, première course de la saison et première victoire pour Max Verstappen. Le triple champion du monde a dominé de bout en bout le Grand Prix de Bahreïn. C'est la 55e victoire de sa carrière, doublée pour Red Bull puisque Sergio Pérez termine deuxième. Charles Leclerc est quatrième, juste derrière son coéquipier chez Ferrari, Carlos Sainz. Prochain Grand Prix en Arabie Saoudite, samedi prochain. En football, on retiendra ce match nul solide de l'AS Monaco face au PSG. Pas de but, mais de belles actions et de bonnes intentions de la part des Rouges et Blancs. Côté parisien, la décision de Luis Enrique de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps alimente toutes les rumeurs de tension entre les deux hommes. D'autant que Mbappé a surpris tout le monde en assistant à la deuxième mi-temps, non pas sur le banc avec ses coéquipiers, mais en tribune avec ses proches.
On part maintenant aux États-Unis pour la chronique américaine d'Alexandra Pagny. Nous évoquions dans nos précédentes éditions le passage à New York d'une des régisseuses des collections du NM&M. Sa mission ne s'est pas limitée à dresser l'inventaire des œuvres dans les différentes ambassades. Elle supervisait aussi le prêt d'une œuvre d'art. Vous nous en dites plus, Alexandra, bonsoir. Bonsoir à vous, tout à fait. Il s'agit d'une œuvre en prêt dans le cadre d'une exposition consacrée à l'artiste française d'origine ukrainienne Sonia Delaunay. Elle est visible jusqu'au mois de juillet au Bard Graduate Center à New York. Je vous amène découvrir cette exposition intitulée Living Art. Elle a parcouru plus de 6000 km pour rencontrer le public new-yorkais. Cette œuvre de Fiona Lyon appartient à une collectionneuse privée, habituellement gardée avec précaution dans les réserves du nouveau musée national de Monaco, qui a donc eu la charge de la convoyer jusqu'ici sur la côte est des États-Unis. Avant, de partir, on a demandé à une conservatrice-restauratrice spécialisée en peinture de faire un constat d'état de l'œuvre. Donc, elle précise là où il y a eu déjà des problèmes, s'il y a des petites lacunes, des craquelures, des soulèvements. Et voilà. Donc, moi, j'ai une photo avec l'emplacement de toutes ces altérations. On va voir si on a des nouvelles. J'espère pas. Mais normalement, tout s'est bien passé puisque j'ai suivi l'œuvre depuis son départ, donc en camion. Un travail minutieux qui rentre dans les critères d'une convention de prêt établie entre deux institutions. Elle prend en compte le constat de l'œuvre, son transport, son assurance, mais aussi son droit à l'image par exemple. Le NM&M est régulièrement sollicité pour des prêts à des institutions internationales. On prête au Japon un Monet actuellement. Voilà, il y a eu 2 expositions, une à Tokyo, c'est une exposition itinérante, et là elle est à Osaka. On a d'autres demandes aussi, des demandes de prêt en Italie, à Prague, et prochainement il y aura aussi une œuvre de la collection qui sera présentée au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Quant à l'œuvre exposée à New York, c'est un grand format, 2,9 m par 1,29 m, représentant une soliste des ballets russes dans une production de Serge Diaghilev. The painting is for us incredibly important in the exhibition because it gives a very vivid and lifelike impression of a performance that was never photographed or filmed. The story is such that in 1918, Sonia and her husband, Robert Delaunay, lived in Madrid in Spain and met in the spring of 1918 Serge Diaghilev, the impresario of the Ballet Russe, and he commissioned them to create a new scenario, a new set, and new costumes for his production of Cleopatra. Une Cléopâtre tout en couleurs exposée au sein du Bard Graduate Center jusqu'au début du mois de juillet dans le cadre de l'exposition Living Art. This exhibition is a result of nearly 3 years of research conducted in archives throughout France. And through this research, we've been able to approach Sonia Delaunay's art in really new ways. And what we have focused on here is her interest in and production of applied arts. L'exposition est composée de 200 objets, tous issus de près de grands centres d'art, permettant de refléter la production complexe de Sonia Delaunay. Merci Alexandra et à bientôt pour d'autres chroniques américaines. Un peu de Bretagne à Monaco, je ne vous parle pas de la météo de demain, mais d'un nouveau restaurant en lieu et place de l'ancien café Loga, son nom Anoia. Vous y trouverez des galettes salées et de nombreuses spécialités. Alban Gingembre et Thomas Deus ont succombé à la tentation. Des galettes bretonnes, il n'y en avait pas encore à Monaco. Aujourd'hui, elles sont là dans ce tout nouveau restaurant. Avec des vrais produits locaux de Bretagne. On a fait appel à des maisons de là-bas, notamment pour le kouign-amann, qui est une spécialité de dessert bretonne. Et on a également notre caramel beurre salé, qui est exceptionnel, en tout cas nous, à nos papiers, à ce qu'on nous en dit. On a la partie galette qui est faite avec du blé de sarrasin. Au menu, clin d'œil à l'ancienne institution avec toujours une offre de brasserie. L'équipe est d'ailleurs toujours la même. On a voulu du coup imbriquer et faire un concept assez innovant en mettant et la galette bretonne et ce qui fonctionnait de cette institution qui est anciennement le Loga Café, qui est connu depuis quand même une trentaine d'années. Garder ce côté brasserie avec des plats plus classiques mais qui étaient goûteux et reconnus.
Originaire de la Bretagne, ce couple a mis toute son identité dans ce restaurant. C'est dans une bande dessinée que vous choisirez votre galette. C'est une passion que j'ai personnellement depuis des années et que j'ai voulu retranscrire dans ce restaurant. Donc vous avez pas mal de décorations qui tournent autour de cet univers de la bande dessinée. L'ouverture d'Anoia, c'est ce samedi 2 mars. Prenez votre respiration, nous allons maintenant parler d'apnée et celui qui en parle le mieux, c'est le quadruple recordman du monde, le monégasque Pierre Frolat. L'occasion d'évoquer avec lui la flamme olympique, sa passion, l'avenir de ce sport et l'école bleue, entretien réalisé par Fabien Bonilla. Pierre Frolat, bonsoir. Bonsoir. Enfin, bonsoir pour vous, bonjour chez moi, n'est-ce pas? Eh oui, puisqu'on est en Guadeloupe là, il fait beau. Oui. Je vais apporter un peu de soleil et un peu de couleur, ça change un peu, hein, parce qu'il y a enfin la neige chez nous à Monaco, mais le soleil nous manquait, mine de rien. Voilà, faites-nous rêver, tiens. Le 18 juin, Alice Modolo remontera la flamme olympique des profondeurs de Villefranche-sur-Mer. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce geste symbolique? C'est tout un symbole, justement. Voir la plongée en apnée aux portes du sport olympique, c'est vraiment un symbole très, très fort. En plus, très honnêtement, porter la flamme olympique sous la mer, c'est un symbole encore plus fort. Et que ce soit fait par Alice Modolo, qui est d'une part une super athlète française, qui est délicieuse. Oui, qui est-elle? Alors, Alice Modolo, c'est une apnéiste de reconversion totale parce que c'est une dentiste à la base qui a connu l'apnée un peu sur le tard. Moi, je l'ai connue, elle n'était pas encore athlète. C'était une pratiquante, on va dire, et puis elle est devenue athlète au fur et à mesure du temps. Et elle a choisi de faire un virage à plus de 90 degrés puisqu'elle a arrêté d'être dentiste. C'était une spécialiste pour les enfants, en fait, hein. C'était une dentiste pour enfants. Et elle a eu cette opportunité de s'investir énormément dans le sport de haut niveau en espérant devenir une athlète de haut niveau, ce qu'elle est devenue parce que elle a fait plusieurs podiums dans les championnats du monde en apnée. Elle représente toujours la France de façon très brillante. Et là, je dirais que d'autant plus, puisqu'elle va remonter la flamme olympique le 18 juin prochain dans la rade de Villefranche. Est-ce que c'est justement un message pour dire que l'apnée pourrait devenir un sport olympique? C'est un souhait depuis de très nombreuses années, c'est vrai, hein. Donc moi, j'ai vécu une époque où l'apnée n'était pas un sport individuel en compétition, donc j'ai souffert de ça. Puis ça l'est devenu par la suite, à la fin de ma carrière. On a toujours rêvé à ce que ça devienne un sport olympique, mais pour que les sports deviennent olympiques, ils doivent être très bien organisés au niveau départementaux, régionaux, nationaux, puis européens pour les pays d'Europe, internationaux, et ensuite qu'ils puissent représenter du moins leur pays dans les Jeux Olympiques, lors des Jeux Olympiques. Et il est vrai que l'apnée a mis beaucoup de temps, parce que c'est un sport relativement jeune, hein. Je dirais que c'est un sport qui a à peine plus de 20 ans en réalité, puisqu'avant c'était vraiment anecdotique, c'était des records. Pour que les compétitions se mettent en place, il a fallu attendre toutes ces années. Et il est vrai que ça devient de mieux en mieux, pas de plus en plus, mais de mieux en mieux organisé à l'international. Il y a toujours ces deux gros organismes qui se battent, l'EIDA d'un côté, la CMAS de l'autre. Ça n'aide pas, à mon avis, le sport de haut niveau. Il faudrait en fait que ça tranche, tout simplement, parce que c'est un problème au niveau international et pas uniquement national. Donc deux organismes ne peuvent pas, à un moment, s'ils ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas être légitimes quant à la représentativité d'une activité dans l'olympisme, puisque l'olympisme a des valeurs vraiment très fortes et c'est surtout le partage et la fraternité. Donc je pense qu'il va falloir travailler d'un point de vue politique. Il va falloir que chacun y mette du sien pour qu'il n'y ait plus qu'une seule et même structure internationale qui légifère au niveau de la plongée en apnée pour pouvoir un jour voir l'apnée aux Jeux Olympiques. L'enseignement, le partage, c'est quelque chose qui est important pour vous, hein. D'ailleurs, je vous fais un peu de promo. Les inscriptions pour les stages d'été à l'Académie de la Mer, l'École Bleue, sont ouvertes depuis le 1er mars. L'enseignement, c'est important? Le partage? C'est plus qu'important. En fait, c'est un peu un accident que je sois devenu athlète de haut niveau, puisque lorsque je suis rentré en 1995 à la fac des sports de Nice, je rentrais pour devenir prof de PS et prof de plongée. Et puis finalement, je me suis tellement entraîné en plongée en apnée et en natation
que j'ai embrassé cette carrière-là. Mais dès 2001, grâce à la Fédération monégasque d'activités subaquatiques et au gouvernement de Monaco, on m'a donné l'opportunité de préparer ma reconversion. Donc, je pense que ça prouvait d'autant plus mon attrait pour l'enseignement. Et effectivement, depuis 2001, l'École Bleue existe. L'École Bleue qui est devenue, à travers les années, l'Académie monégasque de la mer. Et depuis le 1er mars, les inscriptions ont recommencé pour la saison 2024-2025, c'est-à-dire la saison d'été. Et vous pouvez directement sur notre site internet académie-monégasque-de-la-mer.com inscrire vos enfants au stage d'été pour devenir des pirates, avec plein de nouveautés, parce qu'on essaye donc depuis plus de 20 ans maintenant de faire des choses un peu nouvelles chaque été, chaque année. Le message est passé. Pierre Frolat, je le rappelle, le 18 juin, l'apnéiste Alice Modolo va remonter la flamme olympique des profondeurs avant qu'elle ne poursuive cette flamme, son périple dans les Alpes-Maritimes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci énormément de votre accueil et à très vite. Une idée de sortie pour ces vacances, direction le Vesubia Mountain Park à 1h30 de Monaco. Dépaysement et sensations garanties, on grimpe, on saute, on nage pour le plaisir des petits comme des grands. Alban Gingembre, Thomas Deus et Clélia Renaud se sont rendus sur place. C'est en pleine vallée de la Vésubie, dans ce complexe de 3000 m², qu'une multitude d'activités s'offrent aux petits et grands, idéal pour s'occuper pendant les vacances. C'est un lieu unique en Europe, notamment grâce au canyon intérieur. On retrouve les sensations de l'extérieur en toute sécurité, dans une eau chauffée, accompagnée par un guide de haute montagne. Et puis nos voies d'escalade, 60 voies de tout niveau, du débutant au confirmé, une piscine, une salle de sport, enfin voilà. Un centre unique dans une vallée qui est magnifique. Les familles peuvent rester une semaine, 10 jours dans la vallée sans faire la même chose, des randonnées extérieures, aller voir le parc des loups, aller skier à la Colmiane et puis évidemment venir au centre. C'est toujours le wow quand les gens rentrent au Vesubia Mountain Park. Pour commencer notre visite, direction l'activité phare, le canyoning. Une fois qu'on est pendu comme une saucisse, on a juste à laisser glisser la corde dans les mains jusqu'en bas. On essaye ? Go. C'est génial, c'est top de pouvoir faire ça en hiver, en intérieur. On a fait quand même 2 heures de route pour venir. Et on reste là la journée, on va faire escalade ensuite. Et ouais, ils se régalent. Ça permet aux gens qui ont un petit peu peur d'aller en extérieur, de découvrir l'activité en ayant en fait c'est les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont à l'extérieur, c'est la même chose. J'utilise les mêmes méthodes, les mêmes manipulations de cordes, les mêmes conseils, c'est la même chose, sauf qu'ici, si on a un petit peu peur, on prend les escaliers. Ça démystifie un peu le côté sport extrême. Et s'il vous reste un peu d'énergie après avoir exploré les cascades, direction les murs d'escalade. C'est hyper ludique comme parcours, donc c'est bien. Et puis surtout trouver un complexe comme ça qui propose différentes activités, la piscine, le canyoning, l'escalade, c'est vrai que c'est top, quoi. Ça les immerge dans des parcours comme ça, c'est super. Ouais. Le petit conseil au départ, va pas tout de suite tout en haut. Grimpe un petit peu, saute pour voir ce que ça fait. Et une fois que tu n'as plus peur, là tu peux aller en haut tous les jours. Ok ? Nous, on met un point d'honneur à pouvoir proposer toujours des nouveautés pour les clients. Donc, toutes les semaines, il y a des nouveaux parcours qui sont créés par l'équipe de moniteurs ouvreurs. Et on s'adresse à tout type de public, que ce soit des enfants, personnes âgées, sportifs de haut niveau, personnes en situation de handicap. On accueille tout le monde dans le bâtiment pour découvrir les sports de montagne. Je dois grimper. Et alors, t'arrives à aller où ? Pas super, mais je pense que je vais y arriver. Ça fait mal aux doigts. Hein. C'est le métier qui rentre. Et dans la région, c'est top parce que quand il pleut, on peut se réfugier ici. Puis en plus, il y a la piscine, le spa. Voilà, on peut vraiment passer la journée. Il y a le snack en plus. Voilà. Les montagnes à côté, la Colmiane pour skier. Voilà, c'est top. Et pour un moment plus détente, il reste l'option baignade avec vue sur la montagne. C'est l'une des images du week-end, le palais princier illuminé en bleu hier soir, en ce 1er mars. Mois de sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. 2e cancer chez l'homme et 3e chez la femme en termes de mortalité. Mars bleu, une campagne soutenue par le département des affaires sociales et de la santé et relayée par le centre hospitalier Princesse Grasse et le centre monégasque de dépistage.
On passe à la météo de ce dimanche, une météo agitée et pluvieuse. Bonsoir Justin Hadel. Bonsoir Sébastien, effectivement, la principauté va connaître un épisode pluvieux important. Pas forcément d'orage, mais beaucoup de pluie avec plus de 20 mm. C'est un véritable coup d'est avec 40 km/h de vent en moyenne et des rafales pouvant atteindre les 70 km/h en milieu de journée. Niveau température, 9 à 12 degrés avec un ressenti pouvant descendre jusqu'à 4. L'eau, elle, sera à 14 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 18h23. En ce dimanche 3 mars, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Guénolais, mais pas que. N'oubliez surtout pas vos grands-mères. Merci Justin. On se quitte avec les photos du match Monaco-PSG hier soir au stade Louis II. Rien n'a échappé à l'œil et à l'objectif de Frédéric Nébinger. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30. Excellente soirée à tous.